À tous. Donc, je m'appelle Valérie Briand, je suis médecin épidémiologiste et chargée de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, donc IRD. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un EPST qui travaille exclusivement dans les pays en développement. Donc, j'ai rejoint l'équipe IDLIC qui est dirigée par Xavier Anglaré en septembre l'année dernière. Et je travaille sur les déterminants et la prévention de la morbidité maternelle et infantile en Afrique subsaharienne. Donc, je suis médecin de santé publique de formation. J'ai fait un doctorat en épidémiologie à Paris, à l'IRD, où j'ai à l'époque travaillé sur le paludisme au Bénin. Ensuite, un postdoctorat à Montréal, au cours duquel j'ai travaillé sur le recours à la césarienne au Sénégal et au Mali. Et j'ai été recrutée comme chargée de recherche à l'IRD en 2010. Donc, j'ai travaillé pendant 7 ans dans l'UMR 216, qui est une unité mixte IRD Université Paris-Descartes, et qui s'intitule « Mères et enfants face aux infections tropicales ». Et j'ai rejoint l'équipe IDLIC donc l'année dernière, au mois de septembre, mise à disposition de l'IRD pour travailler à l'INSERM. Et mon affectation s'est faite en parallèle d'une demande de labellisation de l'équipe pour être labellisée, donc IRD. Donc je travaille depuis plus de 15 ans sur la question du paludisme au cours de la grossesse. Et des moyens pour prévenir en fait le paludisme et sur les conséquences du paludisme pour la mère et son enfant. Donc c'est une vraie question de santé publique, notamment en Afrique subsaharienne, puisque on estime que plus de 30 millions de femmes enceintes sont exposées chaque année au paludisme. Lorsque la maman est infectée pendant sa grossesse, ça a des conséquences néfastes pour elle et pour son bébé. Et c'est notamment un des principaux facteurs de risque de petit poids de naissance, lié le plus souvent à un retard de croissance intra-utérin. Donc les mamans qui sont infectées pendant leur grossesse sont plus à risque de donner naissance à des enfants qui ont eu un retard in utero. Ces enfants, on sait qu'ils ont une morbidité, une mortalité qui est augmentée dans les premières années de vie. Et par là, eh bien, le paludisme au cours de la grossesse contribue à 10% de la mortalité néonatale dans ces pays en Afrique subsaharienne. Donc pour toutes ces raisons, il y a des mesures de prévention qui sont recommandées pendant la grossesse. On demande aux femmes de dormir sous moustiquaires imprégnés d'insecticides. Et puis, à partir du 2e trimestre de la grossesse, on administre ce qu'on appelle le TPI, ou traitement préventif intermittent, qui consiste en fait à administrer un médicament antimalarique aux femmes de façon systématique, qu'elles soient infectées ou pas, pour les déparasiter. Donc le médicament qui est utilisé pour ce fameux TPI, c'est la sulfadoxine, pyrimétamine, encore à l'heure actuelle. Donc c'est une stratégie qui fonctionne bien. Malheureusement, il y a de plus en plus de résistance parasitaire à cette molécule. Et donc depuis maintenant un peu plus de 10 ans, il y a tout un tas d'équipes dans le monde qui essaient de trouver d'autres stratégies ou d'autres molécules qu'on pourrait utiliser en remplacement du TPI. Et donc moi, les premiers travaux que j'ai réalisés dans le domaine du paludisme gestationnel, c'était des projets de recherche clinique. Donc j'ai soit initié ou participé à plusieurs essais qui ont testé d'autres molécules pour remplacer la sulfadoxine pyrimétamine, et notamment un médicament qu'on appelle la mefloquine, qui malheureusement n'a pas été retenu en fait dans cette indication-là. Et je participe encore actuellement à plusieurs essais qui évaluent d'autres molécules que la mefloquine pour un jour éventuellement remplacer la sulfadoxine pyrimétamine. Donc je m'intéresse également aux conséquences du paludisme pendant la grossesse et plus particulièrement à l'effet des infections qui surviennent au tout début de la grossesse. On ne sait pas grand-chose en fait de ces infections pour une raison principale qui est qu'en Afrique, les femmes consultent relativement tard à la maternité, vers 4-5 mois de grossesse, donc tout ce qui se passe avant, voilà, on n'a pas de données, on ne sait pas trop ce qui se passe. Pourtant, c'est possiblement une période très à risque pour le fœtus si la maman est infectée à ce moment-là, puisque les parasites ont la capacité d'aller séquestrer, adhérer en fait dans le placenta et gêner éventuellement le développement du placenta et les échanges entre la maman et l'enfant à cette période-là. Et puis, si vous avez bien retenu ce qui était dit précédemment, le fameux TPI, traitement préventif intermittent, il n'est pas administré à cette période-là, au premier trimestre. Il faut attendre le 2e trimestre pour que la femme soit protégée par le médicament.
Et donc c'est ce qui a conduit à la mise en place du projet Récipal, que j'ai coordonné au Bénin entre 2014 et 2018 avec un financement de l'ANR, et qui avait comme objectif principal d'évaluer justement l'effet de ces infections précoces sur la santé de la maman du fœtus, et plus particulièrement sur la croissance fœtale et le risque de retard de croissance intra-utérin. Donc l'originalité en fait de ce projet, il tient avant tout à son design, puisque pour pouvoir suivre les femmes dès le début de la grossesse et pouvoir détecter les toutes premières infections palustres, on ne peut pas recruter les femmes à l'hôpital puisqu'elles ne viennent pas au premier trimestre. Donc ce que l'on a fait, c'est que l'on a recruté des femmes avant grossesse. Donc on a recruté des femmes en âge de procréer dans les villages. On les a suivies à domicile chaque mois jusqu'à identifier les femmes qui étaient devenues enceintes. Et une fois enceintes, on a pu les suivre à la maternité jusqu'à l'accouchement. Ce que ce projet a montré, eh bien, c'est que ces infections du début de grossesse sont extrêmement fréquentes. Il y a plus d'un quart des femmes qui sont infectées à cette période-là. Que ces infections, elles sont associées à un excès de morbidité maternelle et fœtale. Et également que ces infections, elles sont probablement, enfin très certainement, présentes avant grossesse. Donc ces infections, elles existent chez la femme qui n'est pas encore enceinte, elles existent à bas bruit, et c'est à l'occasion de la grossesse en fait que ces infections deviennent patentes et éventuellement délétères. Et donc c'est ce qui nous a conduit à proposer une autre façon de protéger les femmes en intervenant dans la période préconceptionnelle. Et donc c'est ce qui a généré donc, le développement du projet Préconcept. Donc ce projet Préconcept, c'est un projet qui a été imaginé en collaboration entre l'IRD et l'équipe IDLIC. Donc comme je le disais, on change de paradigme. L'idée c'est de protéger les femmes au début de la grossesse, mais en intervenant avant grossesse, en les déparasitant avant qu'elles ne soient enceintes. Donc cette intervention qui s'apparente à un traitement de masse chez les femmes en âge de procréer à différentes périodes en fait, de l'année viendrait en plus des interventions qui sont de toute façon déjà recommandées pendant la grossesse. Donc il y a des demandes de financement qui sont en cours pour ce projet, qui si il aboutit, ce que j'espère, se ferait dans les deux pays qui sont le Bénin et la Côte d'Ivoire, qui sont les deux pays, les deux principaux partenaires en fait de l'UMR 216 et d'IDLIC, mais également au Burkina Faso et au Gabon. Ma deuxième thématique de recherche, elle concerne en fait le retard de croissance intra-utérin, donc comme je l'ai dit, qui peut être lié au paludisme, mais pas uniquement. Donc je m'intéresse au RCU de façon plus générale. Ça concerne 20% des nouveau-nés en Afrique subsaharienne. Donc là, encore une fois, c'est une question sensible dans ces pays-là. Les enfants qui naissent avec un retard de croissance, ce sont des enfants qui ont une morbidité et une mortalité qui est augmentée dans les premiers mois, premières années de vie, et même au-delà, il y a des conséquences à plus long terme en termes de retard de croissance et de retard au développement neurocognitif. Et donc autour du retard de croissance intra-utérin, je m'intéresse à plusieurs questions. Les deux premières sont comment est-ce qu'on identifie des enfants qui ont un retard de croissance en Afrique? Ça n'est pas si simple que ça. Quelle courbe de référence il faut utiliser pour décider en fait si un enfant a une croissance qui est celle que l'on attendait ou s'il a un retard. Et puis je m'intéresse également aux déterminants maternels du retard de croissance. Le paludisme en fait partie, mais il n'y a pas que le paludisme, il y a aussi par exemple la malnutrition maternelle. Et donc ces questions-là ont fait l'objet d'un Master 2 Santé internationale cette année. Et le travail de ce Master 2 va être poursuivi par un post-doctorant qui arrive au 1er décembre, qui est un post-doctorant IRD attribué à l'équipe IDLIC et qui va travailler pendant 2 ans sur ces questions-là avec moi au sein de l'équipe. Je m'intéresse également aux conséquences du retard de croissance intra-utérin, donc quelles sont quelle est la morbidité, la croissance en fait postnatale de ces enfants qui sont nés avec un retard de croissance. Et en fait, ces questions-là, je les aborde notamment à travers les données de la cohorte sepsis. Donc c'est le même schéma que tout à l'heure. Mais pour vous dire en fait que les enfants qui sont nés de la cohorte récipale, eh bien, ont été suivis
dans le cadre de cette cohorte. Et donc on a pour ces enfants un certain nombre de données cliniques, anthropométriques, de développement neurocognitif qui ont été collectées. Donc cette question des conséquences du retard de croissance intra-utérin, elle a été abordée par un Master 2 Santé internationale en 2016 qui est actuellement en doctorat avec moi. Et enfin pour finir, quand on parle de croissance fœtale, de retard de croissance intra-utérin, on pense à échographie obstétricale. L'échographie est vraiment la méthode la plus fiable pour déterminer l'âge de la grossesse, pour déterminer s'il y a des signes de retard de croissance in utero. Et donc c'est ce qui a conduit au développement du projet A+, qui s'intéresse à l'échographie obstétricale, mais de façon plus large, qui va au-delà de la simple question d'identifier les enfants qui ont un retard de croissance, qui est un projet que l'on a développé avec Johanna Hornegliman et qui est actuellement soumis à l'Union européenne pour financement, et qui vise à proposer des stratégies pour améliorer l'accès et l'utilisation de l'échographie obstétricale à un niveau, aux femmes qui vivent notamment en zone rurale, en décentralisant la réalisation de ces échographies, en permettant à du personnel non médical de réaliser ces échographies et qu'elles puissent être faites à des femmes qui ne viennent pas forcément consulter dans des maternités de haut niveau. Donc c'est un projet qui, s'il est financé, se fera en Ouganda, au Zimbabwe et en Colombie, et qui est un projet, on en a parlé précédemment, de recherche interventionnelle, d'implementation research, où il ne s'agit pas uniquement d'évaluer l'efficacité de ces stratégies qui permettront d'améliorer l'accès à l'échographie, mais d'évaluer vraiment leur mise en œuvre, leur acceptabilité, dans l'idée qu'ensuite elles puissent être reprises par les pays et être mises à l'échelle. Je vous remercie pour votre attention.